Bonsoir tous les trois. Jeremy Stubbs, vous êtes président du Parti conservateur britannique à Paris. Selon vous, pour sortir de la crise, il y aura certainement un changement majeur à la tête du pays. Le Royaume-Uni, bien sûr. Peut-être même des élections. Theresa May a servi honorablement son pays, mais sa politique s'est essoufflée. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, et clubiste régulière. Selon vous, Anne-Elisabeth Moutet, les Anglais ne savent pas ce qu'ils font. Ah bon? À la question reculer pour mieux sauter, vous répondez « ils ne sautent nulle part, c'est une catastrophe ». Vous êtes mutine, Elisabeth Moutet. Et enfin, Yves Bertoncini, vous êtes président du mouvement européen France. Pour vous, le divorce, que nous n'avons pas souhaité, va nous coûter cher à nous aussi, donc il n'y aurait pas de problème à retarder l'échéance. Je précise, avant qu'on démarre avec une question sélectionnée par vous, Nadia, d'un de nos téléspectateurs, que nous venons de l'apprendre. Les députés britanniques ont donc rejeté le Brexit sans accord. Lors de cette deuxième soirée de vote, il y aura un troisième vote. Demain, on va évidemment développer tout ça dans un instant. La question en 28 minutes, Nadia. C'est une téléspectatrice qui vous pose la question suivante. Theresa May est apparue sans voix, on vient de voir les images, et épuisée. Cela signifie-t-il qu'elle est arrivée au bout de ses limites, Anne-Elisabeth Moutet? Est-ce qu'effectivement, elle est au bout de son calvaire, ou en tout cas de ses compétences sur ce dossier, Theresa May? Alors, si je voulais être méchant, je dirais que ça fait un certain temps qu'elle est au bout de ses compétences, mais qu'elle est arrivée au bout de ses limites, c'est probablement vrai aussi, ne serait-ce que parce qu'elle avait pris la décision politique de tout contrôler. Il y avait deux ministres chargés du Brexit dans le gouvernement. Ils se sont retrouvés à la moitié du temps à ne rien avoir à traiter, et elle envoyait son conseiller politique, Holly Robbins, à la place. Et elle a de la stratégie, elle a de la tactique, elle n'a pas de stratégie. Vous ne lui accordez pas une forme de courage dans tout ça? Oui, absolument. Elle est courageuse, elle est obstinée, etc. Mais c'est très joli. Mais si le résultat politique est lamentable, personnellement, j'ai rien contre Madame May, mais politiquement, je trouve que c'est un petit peu raté. Alors, Vincent, le chiffre du jour. Il y a un chiffre, c'est le vote d'hier. Il y a donc 3 votes cette semaine. Il y a eu le vote il y a quelques minutes refusant le hard Brexit. Hier, il y a 391 députés, c'est le chiffre du jour, qui ont rejeté l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May. 391 sur 650. Et demain, Jeremy Stubbs, il y a un nouveau vote qui est un vote pour demander un report. Est-ce qu'on peut savoir et d'ores et déjà imaginer quel pourrait être le résultat de ce vote aujourd'hui ? Oh, il y aura une demande d'un report, c'est la conséquence immédiate de ce vote. Le problème dans la situation actuelle, c'est que nous sommes tous, de quelque côté de la Manche que ce soit, pris dans un engrenage. Donc demain, inévitablement, ils vont voter pour demander un report. Pour combien de temps, pour quelles raisons, on ne le sait pas encore. Au Conseil européen, la semaine prochaine, on va en parler, on va répondre. Le risque, c'est que ces discussions sur le délai se transforment en une série de négociations comme celle qu'on vient de vivre. Donc, on risque d'être emporté par l'engrenage. Vous êtes d'accord avec le pronostic que vient de faire Jeremy Stubbs, Yves Bertoncini, sur le vote de demain? Il y aura évidemment une demande de report? Oui, très probablement. Encore une minute, monsieur le bourreau. Mais l'Union européenne serait prête sans doute à y consentir, à condition qu'on lui explique pourquoi. Parce que si c'est juste pour reprendre 6 semaines pour ne pas avancer, il faut donc une stratégie. Il y a quand même un butoir qui sont les élections européennes du 23-26 mai. Mais admettons, 6 semaines de report jusqu'au 15 mai, ça ne se poserait pas de grandes difficultés, à condition qu'il y ait des mouvements. Il peut y avoir un mouvement sur la déclaration politique, la relation future, et notamment s'agissant du maintien dans l'union douanière, parce que ce dont a besoin Theresa May, c'est des voix travaillistes. Hier, elle n'en a eu que 3. Et Jeremy Corbyn, évidemment, le leader du parti, la torture un peu jusqu'au bout, mais là, on dirait qu'il y a une piste d'atterrissage. Si jamais elle décide, et c'est une erreur de sa part d'ailleurs, d'avoir dit dès le départ, j'interprète le vote des Britanniques comme une sortie de l'union douanière. C'était une interprétation un peu hâtive, à mon avis. Là, elle peut bouger. L'Union européenne est prête à bouger. Peut-être aussi encore quelques garanties sur l'accord de divorce. Et puis, l'espoir qu'au bout des arrêts de jeu de la prolongation, parce que c'est là, on en est à l'acte 5, scène 5, et un peu tout au bout, eh bien, au tout dernier moment, il y ait un accord négocié. Sinon, il y aura une sortie sans accord qui sera encore plus dramatique. Alors, faites-nous écouter. Ouais, vous dites que l'Union européenne est prête à bouger, mais Guy Verhofstadt, le chef des libéraux au Parlement européen, lui, il n'est pas prêt du tout à accepter un report. C'est ce qu'il a exprimé de façon très énergique ce matin au Parlement européen. On le regarde. Je ne veux pas d'un long délai supplémentaire. Je vous le dis sans détour, un délai qui aille au-delà des élections européennes, et les élections européennes seront prises en otage par les Brexiters et contaminées par le Brexit.
Nous ne parlerons que de ça et pas des vrais problèmes et des vraies réformes que nous devons entreprendre pour l'UE. Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que l'Union européenne va prendre le parti de Guy Verhofstadt ou de Michel Barnier, qui s'est montré assez dur hier, ou elle peut montrer un peu de souplesse en cas de report? Alors, beaucoup moins que Yves Bertoncini, je ne suis absolument pas dans les petits papiers de l'Union européenne. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la façon de Guy Verhofstadt de dire ça au Parlement, ça donne du blé à moudre aux gens qui veulent un hard Brexit. Parce que des deux côtés, il y a des perceptions difficiles, en Angleterre évidemment de la Commission, et de la Commission sur l'Angleterre. Donc je pense qu'au minimum, ce n'est pas constructif. Est-ce qu'à un moment, et on a eu un signe avec les déclarations de Mme Merkel aujourd'hui, il y a tout de même un danger à une rupture sans aucun accord, etc. Vous nous rappelez la teneur des déclarations de Mme Merkel pour ceux qui auraient été un peu étourdis? Mme Merkel a dit, pratiquement comme la reine d'Angleterre, elle aussi a appelé les gens à un certain consensus. Elle a dit qu'une sortie ordonnée était dans l'intérêt de l'Europe, pour les Britanniques, était dans l'intérêt de tous. Ce qui a été vu, probablement avec raison, comme étant un signe que c'était pas parce qu'on a chacune des parties est devenue assez, elle fait une erreur qu'on fait dans des négociations diplomatiques, ça commence à devenir personnel et on déteste la personne d'en face. Et c'est là qu'on fait le plus de bêtises. Et donc Angela Merkel a pensé que c'était pas un rappel à l'ordre. Mais cela dit, il n'y a pas que ça. Encore une fois, c'est vrai aussi que Bruxelles est tout à fait légitime à dire que pendant 2 ans, essentiellement, les Anglais ont perdu leur temps et ils ont perdu le temps de la Commission. Et en plus, ça n'a pas été productif, parce que si ça avait marché, bon, tant pis, mais en plus, ça n'a pas marché. Justement, Jérémy Stubb, le point de blocage, il est britannique ou il est européen? À qui la faute si on n'avance pas depuis 2 ans? C'est évidemment les deux. Et si on prend le parti de l'un ou l'autre, on est juste pris dans je dirais, les éléments de langage de tel ou tel parti. La réalité, c'est que c'est la faute des deux. Ces négociations se sont très mal passées jusqu'à présent. Il faut dire que les représentants de l'Union européenne ont été les maîtres de ces négociations. Vraiment les maîtres. Jusqu'à lundi soir. Désormais, je dirais qu'ils ont perdu le contrôle des négociations, pas au bénéfice des Britanniques d'ailleurs, mais au bénéfice de cet engrenage qu'ils ont créé. Parce que vous avez cité Guy Verhofstadt. Le problème, c'est que nous sommes... tout seul, on l'a vu. Oui, mais on ne peut pas le manquer souvent quand il parle. Il fait honneur aux Belges, sans doute. Mais le problème, c'est que nous sommes tous maintenant au bord du gouffre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour en sortir? On n'est pas prêt de trouver une solution. On est toujours très, très loin. En ce moment, je fais un PowerPoint manuel, d'accord? Faites. 3 solutions possibles. Sortie avec accord, sortie sans accord et annulation du Brexit. La sortie avec un accord s'est éloignée beaucoup depuis lundi. Personne n'y croit trop en ce moment. 2. L'annulation du Brexit, il faudrait au moins 6 mois, un report d'au moins 6 mois, rien que pour organiser le référendum. D'accord. Donc il faudrait beaucoup plus. Ce ne sera pas accordé. Ce qui reste, pas ce doigt-là. Ce qui reste, c'est bien sûr la sortie sans accord. On est dans cette logique-là. Ça, c'est le train qu'on a pris. On va vers le bord de la falaise. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va échanger des reproches? C'est pas la peine. On a l'impression qu'on est dans un film de Tex Avery où on continue à pédaler au-dessus de la falaise et il y a le vide en dessous. On évoque le référendum avec vous, Nadia. La deuxième page de votre un PowerPoint. nouveau référendum. C'est une hypothèse qui paraît de moins en moins baroque. D'abord parce que l'Union européenne en a fait une condition en cas de nouveau report, soit des élections générales, soit un nouveau référendum. Et ensuite parce que c'est une option qui commence à faire son chemin chez les politiques. On a entendu Theresa May, par exemple, ne pas exclure totalement cette possibilité. Chez ses adversaires, il y a une majorité travailliste, 80% des adhérents tout de même qui seraient favorables. Et même le chef, Jeremy Corbyn, que vous citiez, il était très réticent jusqu'à maintenant. Et il a commencé par s'y résoudre. Et la presse également se range à cette option, à l'image de The Independent, qui s'est positionné en faveur d'un nouveau vote baptisé The Final Say. Le dernier mot, c'est pas très surprenant, certes, mais le quotidien a appelé ses lecteurs à manifester pour réclamer un retour aux urnes. Ce sera le 23 mars. Et après tout ça, est-ce qu'un nouveau référendum est
une solution si simple? Est-ce que ça va résoudre ce dossier? Alors non, parce que c'est très long à organiser, vous le disiez. D'après les politologues, ça prendrait 22 semaines à mettre en place et ensuite on ignore quel serait le résultat et s'il résoudrait la crise. Il y a eu un sondage intéressant de YouGov qui disait que si on refaisait voter les Britanniques, le Remain, donc rester, l'emporterait à 56%. Alors essentiellement pour des questions démographiques, puisque la population la plus âgée qui était favorable au Brexit a diminué, tandis qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en âge de voter et qui, eux, sont favorables au maintien dans l'Union européenne. Anne-Elisabeth Moutet, vous n'avez pas de boule de cristal, mais si on refaisait voter les Britanniques aujourd'hui, quel serait le résultat et surtout quelles questions on leur pose? Quelle question? Alors, la question, je pense que c'est êtes-vous pour mener les négociations jusqu'à leur terme et sortir, ou bien donc pour ou contre le deal? Non, c'est pour ou contre le référendum, mais c'est la façon dont on formule la question. C'est ça. Cela dit, moi je pense. Alors, le problème du référendum, c'est qu'on en a abusé en Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu avant celui sur l'indépendance de l'Écosse. C'est d'ailleurs celui qui a donné tellement de courage à David Cameron qui s'est dit oh, je peux gagner l'autre, fastoche, etc. Et puis non. Et il y a cette réaction qui a déjà été une réaction au moment, par exemple chez nous en France en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne. C'est si vous votez mal, on va vous faire revoter. Démocratie. Et donc tous les opposants à un nouveau référendum, qui sont essentiellement les gens qui sont pour le Brexit et en particulier mon journal qui est vraiment en pointe sur ça, disent c'est pas démocratique. Personnellement, j'ai une position un peu plus nuancée parce que je pense que même si le référendum disait non, ce serait une bonne chose aussi parce que ce qui a absolument pourri la discussion en Grande-Bretagne, c'est une espèce d'agressivité et de rancœur qui n'existait pas dans la politique britannique et qui a changé le visage du pays entre les gens qui étaient pour ou l'autre. C'est-à-dire que c'est exactement comme cette caricature de l'époque de l'affaire Dreyfus, de Carandache, où c'est les gens, ils en ont parlé, une famille dîne agréablement, ils n'en ont pas parlé, ils en parlent et c'est la guerre. On n'avait jamais vu, moi j'ai vécu tout de même une partie de ma vie en Angleterre, j'avais jamais vu, et Jérémy va m'appuyer, on n'avait jamais vu les Anglais très binaire. Être aussi agressif, violent. Enfin, c'est quelque chose qui a changé le visage du pays. Alors, dans un sens ou dans l'autre, au moins, si la décision est confirmée, elle est confirmée. Et puis, si elle n'est pas confirmée, à ce moment-là, on essaye de faire quelque chose d'un peu plus créatif avec un autre personnel politique. Vu du côté européen, Yves Bertoncini, s'il y avait un nouveau référendum, est-ce que, justement, ça n'augmenterait pas cette idée que quand les élections sont défavorables à la construction européenne, on fait revoter les peuples? Est-ce que ce serait une bonne chose pour l'Europe, qui est un deuxième référendum? Non. Mais il faut bien distinguer selon le référendum. Quand c'est des référendums qui n'engagent qu'un pays, on peut délivrer d'une certaine manière. Ils vont sortir. Quand les Danois n'ont pas voulu rentrer dans l'euro, on ne les a pas forcés à rentrer dans l'euro. Il y a quand même beaucoup de référendums qui ont été suivis des faits. Simplement, en France, on a un mauvais souvenir. Parce qu'en 2005, on a voté sur un référendum qui était un règlement de copropriété. Et donc, il fallait que tout le monde soit d'accord. Il y a eu 2 non référendaires, et puis il y a eu 2 oui, je le rappelle, Espagne, Luxembourg. Et donc, il a fallu faire un compromis. Les Français ont l'impression qu'il y a eu un déni de démocratie. Dans ces cas-là, les démocraties, elles sont plusieurs. Il ne faut pas faire un déni de démocratie avec un S. Donc, dans un cas comme celui-ci, pour la France, je trouve qu'il faut pouvoir délivrer, en effet, ce Brexit. La question qui est posée, c'est Brexit avec accord ou Brexit sans accord. Et moi, je crois, comme l'a dit la chancelière, que les personnes comme elle, d'ailleurs, qui n'ont pas passé trop de temps dans cette affaire, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, ils sont complètement cramés, ils sont complètement excédés, ils en ont ras-le-bol de négocier avec des Britanniques qui ne savent pas où aller. Les Britanniques ont décidé de changer de maison. Ils n'avaient pas compris que le déménagement coûtait cher et surtout, ils ne sont pas d'accord pour savoir où ils vont aller habiter. Remettez-vous, Jérémy. Ça va commencer à devenir un peu énervant, effectivement. Mais quelqu'un comme la chancelière, le président de la République française, les chefs d'État et de gouvernement, qui n'ont pas passé beaucoup de temps de cerveau, j'allais dire, sur ce sujet, je crois qu'ils peuvent se dire, bien sûr, sentimentalement, il nous énerve. Mais ce divorce, on va en prendre la moitié des coups, y compris nous, Français, un peu plus exposés que la Slovénie ou la Slovaquie. Et donc, si nous devons donner un dernier sursis, quelques semaines avant les élections européennes, et oui, pour pas que ça rentre en collision. Et puis, après, si jamais Alors, ils ne veulent pas de l'accord, eh bien, ils sortent. Faisons-le. Et Jérémy Stubbs, Oui. est-ce que les Anglais pourraient réussir à s'entendre? Jean-Louis Bourlange disait hier sur une télévision que les Anglais étaient devenus fous. Rassurez-nous, est-ce qu'il y a un point d'unité Ancien député européen. Précisons-le. Je dois dire que non. Si nous en sommes là, c'est pour une raison particulière qui est la Constitution britannique, interprétée par les juges de la Cour suprême, qui ont décidé que le dernier mot sur une sortie de l'Union européenne appartiendrait au Parlement et pas au gouvernement. C'est pour ça, si vous me montrez le Parlement au monde où tous les députés sont d'accord, je vous montrerai une dictature. Là où tout le monde, il y a vraiment une majorité, c'était contre l'accord
dit de Mme May, c'est de Mme May et de l'Union européenne. Là, ce qui en soir, est le vote, responsable. il a été rejeté à un cheveu. Hein, ça a été très serré, le vote de ce soir. 4 voix d'écart. Oui, mais on parle de l'accord de Mme May qui Oui. était rejeté mardi Oui. encore de façon Deux très fois. décisive. Alors, donc là, on voit qu'il y a une unité. Le problème, c'était, je ne sais pas si on en parlera à l'avenir comme d'un phénomène historique, mais the backstop. Oui. C'était ça le problème. La frontière Là, irlandaise, la question c'est pas de la une frontière. question de Ouais. qui veut quoi dans le divorce, qui est chiant ou pas, excusez-moi. Le problème, c'est de savoir ce qu'on peut faire de ce backstop. Tout était là. Et si on ne règle pas ce problème, ce n'est pas la peine d'attendre un Anne-Elisabeth autre Moutet, accord. vous pouvez nous rappeler ce qu'est le backstop, parce que tout le monde De n'a pas façon en très tête claire et pédagogique. ce qu'est Alors, cet c'est élément le central. backstop, ce sont des Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre a une seule frontière terrestre avec un pays, avec un autre pays donc, de l'Union européenne, qui est l'Irlande, l'Irlande indépendante. Si l'Angleterre sort de l'union douanière, il faut des contrôles sur cette frontière. Or, s'il y a des contrôles sur cette frontière, tous les accords qui ont ramené la paix après 25 ans de guerre civile entre protestants et catholiques en Irlande du Nord sont vraiment mis en danger parce que l'une des choses qui était essentielle dans ces accords, c'était que la circulation l'unité de l'île irlandaise ne soit pas rompue par une frontière aussi Dure. facile à Dure. passer qu'elle Oui. soit. Donc, pour éviter ça, Mme May a inventé, et ensuite elle est allée négocier à Bruxelles un truc qui, dans une certaine mesure, correspond assez bien à la définition de Martine Aubry, c'est quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est, on va rester un tout petit peu dans l'Union. On a, même après la période de transition, une fois qu'on aura voté le Brexit et qu'on sera sorti, on va avoir du temps pour rester dans l'Union douanière jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'est-à-dire, essentiellement, elle a envoyé en touche le problème de régler cette fameuse frontière qui devrait être inexistante. Et c'est très mal vu parce que les gens se sont bien rendus compte que c'était une solution qui n'était pas une solution, c'était juste un truc qui disait on verra plus tard. Merci, on ferme la guérite. Merci Anne-Elisabeth. On va s'intéresser au meilleur traître de Theresa May. Écoutez, il s'appelle Geoffrey Cox. Elle l'avait choisi pour la soutenir face à Bruxelles. Il lui a planté un véritable couteau à couper le roast-beef dans le dos hier. Son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si Theresa May comptait sur lui pour défendre son accord, le conseiller juridique du gouvernement britannique a émis un avis négatif. Alors faut-il honnir Geoffrey Cox? Geoffrey Cox est un avocat grande gueule, riche et célèbre, député Tory du sud-ouest de l'Angleterre, nommé procureur général lors du remaniement de 2018 et choisi en janvier par Mme May pour tenter une ultime négociation du Brexit avec les 27. Caramba, encore raté? Alors, Cox, vous avez fait votre devoir? Theresa, quand un imbécile fait quelque chose dont il a honte, il déclare toujours que c'est son devoir. Georges Bernard Shaw. Chauvin, il évoque le génie spécial du peuple britannique. Graveleux, il avait convoqué son paquet, et hier, c'est Bollocks. Arrogant et condescendant, selon Michel Barnier, Jeff a escagassé les négociateurs de l'UE en remettant sur le tapis de vieilles idées déjà écartées. Cox, vous avez conscience de nous faire perdre patience? La conscience n'est qu'un mot à l'usage des lâches inventé tout d'abord pour tenir les forts en respect. Shakespeare. Produit de l'école privée, diplômé de Cambridge, Jeff est une divinité du code pénal qui a défendu un régiment d'affreux, mais qui n'entrave que quick en droit européen. Sa principale qualité est d'être un féroce partisan du Leave, gage de sérieux pour les députés brexiteurs. Député, Jeff avait voté une loi contre la salubrité de l'habitat humain ou encore continué à diriger son gros cabinet d'avocats pour 12 fois le salaire d'un parlementaire, tout en exigeant le remboursement d'une bouteille de lait à 49 pence et en pratiquant l'évasion fiscale. Cox, t'as fait ça? Quand j'étais jeune, je pensais que l'argent était la chose la plus importante au monde. Maintenant que je suis vieux, je le sais. Oscar Wilde. Le vieux monsieur, très rigolo, très fort, avec sa voix de baryton, était un triste cire qui chantait faux. Non, mais c'est Enfin, si on vous dérange, pardonnez-moi. Merci Thibault Nolte. Vincent? Jérémy Stubbs, vous disiez tout à l'heure, vous l'avez précisé, c'est l'accord May qui a été refusé. Est-ce que Et de l'Union européenne. Et de l'Union européenne, Hein. mais est-ce que si Theresa May démissionnait, ça permettrait d'avancer et de trouver une unité chez les Britanniques pour une sortie? C'est trop tard. On en a parlé avant le vote. Pas sûr que ça marche de toute façon. Maintenant, sa démission aurait très peu de valeur, même symbolique, malheureusement.
Nous avons dépassé ce stade-là. Madame May, comme nous autres, est prise dans l'engrenage. Elle en sera sans doute victime tôt ou tard. Pour le moment, il faut qu'elle reste là. On ne peut pas supporter de changement maintenant. Il faut qu'elle soit là jusqu'à ce qu'on arrive à un accord, si possible, sur le report de la date de sortie. Mais si le Brexit n'avait jamais lieu, Anne-Elisabeth Moutet, Theresa May précisément a dit il y a quelque temps, nous pourrions ne jamais quitter l'Union européenne. C'est une possibilité. C'est une possibilité et en réalité, on a une nation qui est divisée de manière plus ou moins égale et l'article 50, il y a eu plusieurs experts constitutionnels qui ont dit que jusqu'à la veille du 29 mars, la Grande-Bretagne peut dire finalement c'était une blague et c'est terminé, le Brexit n'existe pas. Donc c'est pas impossible. Quelqu'un aurait le courage politique de le faire ? Vous venez de prononcer exactement les deux mots qui sont nécessaires et qui ne sont pas là, c'est courage politique. On a bien vu que dans les votes de l'Assemblée, les uns après les autres, le courage politique était totalement en défaut. Donc c'est vraiment quelque chose qui a rendu les Anglais extrêmement pessimistes sur un système dont ils étaient tellement contents jusqu'à il y a 2 ans. Yves Bertoncini, dans sa lettre du 5 mars, Emmanuel Macron a eu une phrase énigmatique, vous allez peut-être pouvoir nous la décrypter. Il écrit, dans cette Europe, celle qu'il appelle de ses voeux, le Royaume-Uni trouvera toute sa place. Est-ce que ça veut dire qu'il considère que le Brexit peut ne pas avoir lieu ? Non, je crois qu'il considère que c'est un grand partenaire sur les sujets stratégiques, sécurité collective, lutte contre le terrorisme, défense, affaires globales. Et donc, il faut lui maintenir ce partenariat. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu, de négocier un partenariat non pas seulement économique, commercial, mais un partenariat politique et de sécurité. Je crois que c'est ça qu'il a en tête. Il faut bien mesurer quand Emmanuel Macron prononce le mot Europe plutôt que le mot Union européenne. Parce que l'Europe a une forme principale, c'est l'Union européenne, mais il y a des coopérations qui se font en dehors. Et je crois qu'Emmanuel Macron y est assez attaché. Oui. Et c'est ce qui est nécessaire si on veut arrimer les Britanniques, puisqu'ils vont quitter l'Union européenne. C'est quand même ce qu'ils ont décidé. Moi, je dirais juste qu'il y a beaucoup de poker menteurs dans tout ce que dit Mme May, de part et d'autre. C'est un peu le drame de cette affaire. Beaucoup d'arrière-pensées, beaucoup de poker menteurs. De part et d'autre, je suis assez d'accord, mais un peu plus à Londres tout de même, parce que ces gens-là sont désunis, ne savent pas où ils veulent aller habiter, encore une fois. Et puis, il y a des arrière-pensées extrêmement fortes, politiciennes, je dirais, à la Chambre des communes. C'est ça qui fait aussi obstacle au règlement. Un dernier mot, Jeremy Stubbs, répondez. Le dernier mot, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe, non à la lumière des grands principes, des grandes et des belles phrases, mais à la lumière des positions de négociation. Tout est là-dedans. C'est un rapport de force. Les principes sont pour la plupart oubliés pour le moment. Et dès qu'on comprendra ça, on comprendra mieux ce qui nous arrive, à nous tous. Et demain, nouveau vote. Merci à tous les trois.